Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti. Alors, au programme une longue discussion. Ça va nous permettre d'ailleurs de faire le point sur tout un tas de sujets là qui sont au cœur de notre actualité, de votre actualité pour beaucoup d'entre vous, qui bougent plus ou moins et en sortie de pandémie, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a un certain nombre de choses à remettre en place. C'est donc alors pour le coup, on peut dire un petit bouquin, sans que ce soit péjoratif. Je crois que c'est la volonté de le faire comme ça, d'un économiste donc, qui s'appelle Bastien Drut. Il est avec nous, L'économie de demain, 25 grandes tendances du 21e siècle. Vous allez voir, il ne prolonge pas les courbes quand même sur un siècle. Déjà, essayer de savoir à quoi ça va ressembler dans 5 ans. Déjà, c'est un sacré défi. Alors voilà. Donc, on va discuter de tout cela. Ensuite, deux entrepreneurs que je reçois pour la deuxième fois. D'ailleurs, on n'a même pas un an d'existence, mais il y a déjà des gars qui m'intéressent énormément. Bernard Gilly, Gensight. Vous connaissez forcément Gensight, celui qui se bat. Alors, d'ailleurs, j'ai trouvé le nom, c'est de l'optogénétique. Quand vous vous battez pour essayer de redonner la vue à ceux qui ne l'ont plus, notamment à travers la thérapie génique. Et puis Romain de Tellier, alors là, on est sur de la tôlerie, on est vraiment là, de l'autre côté de ce qui se fait en termes d'activité économique et industrielle. Le président de Arc Industrie Group, une vraie vision, lui, sur ce que doit être l'industrie et surtout sur la façon, et ça aussi on va en parler avec Bastien, sur la façon d'associer les salariés aujourd'hui à la marche de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, pour moi, c'est une question fondamentale au moment où le travail se transforme, où l'entreprise se transforme. Voilà, ça nous fait un beau programme. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Bastien Drut avec nous, on prononce le T comme Drut, comme le champion olympique ou pas ? On est la même famille, de loin, mais moi je prononce pas le T. De loin, c'est-à-dire de loin, c'est quoi ? Mais c'est le cousin de mon grand-père en fait, mais on ne se connaît pas directement. D'accord. Et vous prononcez pas le T ? Non. Mais peut-être qu'on ne prononçait pas le T, et puis personne ne lui a demandé son avis. C'est un choix personnel. Voilà. Mais vous n'étiez pas né, vous, Montréal Ah non, je suis né en 1982. Ah oui, voilà, c'est ça. On s'est jamais rencontrés. Montréal 76, my God. Alors, Bastien, juste d'abord sur la démarche. Donc, il est là, le bouquin L'économie de demain, les grandes tendances du 21e siècle. À chaque fois, c'est 3-4 pages sur des thématiques très pédago. La volonté, pourquoi vous avez voulu faire ça ? Eh ben, parce qu'on se rend compte que les grandes tendances façonnent vraiment l'économie et finalement tous les développements économiques et sociétaux. Et j'ai essayé finalement de décrypter à chaque fois ce qu'est les grandes tendances qu'il y a pu y avoir sur les 2 ou 3 dernières décennies, qui façonnent vraiment l'économie et la société, et de voir comment elles pourraient évoluer, on va dire, sur les 10, 20, 30 ans. Enfin, à chaque fois en reprenant la littérature académique la plus récente pour se raccrocher à quelque chose de solide, et puis aussi aux projections des grandes institutions internationales comme le FMI, comme l'OCDE, pour voir comment on peut essayer de prolonger ou pas les tendances, quoi. Et il y a un besoin de repères comme ça, vous pensez, autour de l'économie aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, je pense qu'on parle tout le temps de digitalisation, on parle tout le temps de vieillissement de la population, mais finalement, les gens ne maîtrisent pas forcément les chiffres qui sont derrière et les conséquences que ça peut avoir, et c'est ça que j'ai essayé de décrypter dans ce livre. Et on va rentrer dans le détail sur certains thèmes. Un autre point qui, pour moi, est important, c'est qu'il y a des acquis. Il y a des choses qu'on peut dire et que non, on ne peut pas dire en économie. Il y a pas, enfin, vous voyez, ce qu'on présente comme des thèses sont parfois, non, pas des thèses, des choses fausses. Alors, moi, j'ai essayé de reprendre à chaque fois des chiffres et des faits qui étaient établis, et je ne me suis pas inscrit dans une démarche finalement idéologique. J'ai pas vraiment dit ce que je pensais, quoi. J'ai essayé de trouver ce que les chercheurs à chaque fois les plus sérieux sur chacun des sujets pouvaient dire pour être finalement le plus percutant possible, quoi. Même si après, ça c'est ce qu'on apprend en première semaine d'école de journalisme, vos choix sont forcément... Ah, évidemment. Voilà. Bien sûr. Alors, dans les années 70, on disait l'information est un mot d'ordre. Voilà. Vos choix sont forcément des mots d'ordre, mais vos choix sont forcément des choix qui indiquent... en tout cas, ce à quoi vous avez envie de réfléchir, et on va réfléchir ensemble. Le sujet là... Alors, mais justement, tiens, première question. Est-ce que c'est le sujet le plus important en sortie de pandémie, le sujet de la dette ? Oui et non. En fait, je vois bien qu'il y a énormément de polémiques sur la dette, parce que il y a les différents, on va dire, partis politiques qui essayent d'orienter ce débat-là pour essayer d'orienter leurs propres choix et leurs propres programmes politiques.
Moi, ce que j'ai envie de dire à ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de problème de dette publique aujourd'hui. Si on regarde la dette publique des États de la zone euro sur l'année 2020, elle a augmenté à peu près 1000 milliards. La Banque centrale et les banques centrales nationales de la zone euro ont acheté pour à peu près 1000 milliards de titres de dette sur l'année 2020. Donc finalement, on n'arrête pas de poser la question qui va payer cette crise, mais on peut presque dire que cette crise, elle est déjà payée en quelque sorte. Alors là, je simplifie un petit peu, évidemment. Et puis surtout, vous faites le chapitre d'après. Donc attendez, vous faites le chapitre d'après. Mais, parce que là aussi, il y a des chiffres. Les pays développés se retrouvent avec un niveau de dette comparable à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça? Oui, c'est 124%. Le ratio dette sur PIB des pays avancés, en moyenne, c'est 124%. Donc on revient à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'il n'y a pas eu de guerre. Sauf qu'il n'y a pas eu de guerre, effectivement. Oui. Sauf qu'il n'y a pas eu de guerre. Mais il y a eu une chute du PIB comme on n'a pas vu depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et surtout, vous dites structurellement, il n'y a aucune raison que ça s'arrête d'augmenter. Ben, oui, parce que ce qu'on peut voir, c'est que il y a de toute façon des besoins. La société a des besoins, quoi. Il y a le vieillissement de la population qui va coûter de plus en plus cher, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont arriver à la retraite. Il y a le changement énergétique, la transition énergétique qui va faire que les moyens finalement, il y aura des moyens très importants à trouver. Nécessité d'investissement massif pour cette transition énergétique. Puis aussi pour tout ce qui est relatif à la digitalisation, avec le changement des infrastructures. Donc tout ça va coûter de plus en plus cher. Donc il y a des besoins. Et après, ce que j'essaie de dire, c'est que là, il n'y a pas nécessairement de problème à ça. Ça ne crée pas vraiment un problème, puisqu'on voit que les banques centrales, quand il y a eu besoin, ont pu acheter de la dette, et puis ils vont continuer à le faire, comme elles le disent de toute façon. Oui, mais vous, c'est les grandes tendances du 21e siècle. Donc, oui. On peut se projeter un peu plus loin. Oui. Alors, vous n'allez pas sur ce terrain-là, et c'est normal, la volonté du bouquin, elle est vraiment pédagogique et de faire des chapitres très courts. Oui. Mais moi, depuis que je m'intéresse à cette matière, périodiquement, des économistes ont essayé de trouver un point d'équilibre ou de déséquilibre. De nous dire, alors on a Maastricht, 60% de dette sur PIB. Après, on a eu ces économistes américains qui nous ont dit, c'était quoi, 90% ou 100% de dette sur PIB? Oui, c'était Rainer Terogov. Voilà, après ça déraperait, etc. On se rend compte que ces seuils sont franchis. Oui. Avec une grande tranquillité, en fait. C'est aussi lié au fait que les taux d'intérêt sont de plus en plus bas. Ouais. En fait, tout ça, c'est lié au fait que les taux d'intérêt d'équilibre eux-mêmes suivent à peu près la croissance potentielle. Le fait que la croissance potentielle, c'est lié au vieillissement de la population, soit de plus en plus bas, ça tire les taux d'intérêt d'équilibre vers le bas. Puis on a aujourd'hui des taux d'intérêt d'équilibre qui sont soit à zéro, soit en territoire négatif. Puis donc, l'État, par exemple, l'Allemand se finance à 10 ans à des taux d'intérêt qui sont négatifs. Pour la France, c'est à peu près pareil. Le taux d'intérêt à 10 ans, qui est très proche de zéro, il est légèrement au-dessus de zéro. Et on se rend compte que le coût de la dette est de moins en moins important, alors même que la taille de la dette est, elle, de plus en plus importante. Je regardais, je veux être sûr, mais il me semble bien, c'est un chapitre sur lequel vous n'allez pas. Oui. Sur l'euro et sur une éventuelle fracture de la zone euro. Non, mais c'est un chiffre que moi-même j'ai appris là ce week-end, que les Pays-Bas sont encore quand même à moins de 60% de dette sur PIB à la sortie de cette pandémie. Nous, on va être à 120, c'est ça Oui, c'est dans ces eaux-là. Oui, pour la France, c'est à peu près ça. Ouais. Le double. Oui, c'est le double. Après, je veux dire, les structures d'économie sont extrêmement différentes. D'accord, mais même si économiquement, vous avez raison, notre dette ne nous a jamais écoutés. Politiquement, vous vous dites qu'il va y avoir un sujet forcément à un moment. Pas forcément, non, parce que, si, il va y avoir un sujet au sujet de la zone euro. Oui, c'est ça, je pense à la zone euro. Mais quand on regarde, par exemple, la dette publique, j'ai regardé, pas plus tard que ce matin, depuis 10 ans, la dette publique en Europe, elle a augmenté d'à peu près 3 000 milliards. Et le stock de dette qui n'est pas détenu par les banques centrales, à votre avis, il a monté ou il a baissé ? Le stock de dette publique détenu par les banques centrales, depuis 10 ans, il y a eu la crise de la zone euro, il y a la crise Covid, et ça a baissé. Donc, tout simplement... Ça veut dire que les investisseurs mondiaux ont faim aujourd'hui de cette dette européenne libellée en euros. C'est même pas ça. C'est que c'est les banques centrales qui ont capté toute la hausse de la dette publique, quoi. Et en fait, les autres investisseurs, les compagnies d'assurance, les banques, finalement, ont une offre en face d'eux, une offre de dette publique qui est de plus en plus faible, quoi. Donc, la demande des compagnies d'assurance, des banques, des investisseurs internationaux est de plus en plus forte pour les titres de dette de la zone euro. Et alors même que l'offre qu'il leur est proposée est de plus en plus basse parce que la Banque centrale européenne a acheté énormément de dettes sur les 10 dernières années. Et ça peut aller jusqu'à l'infini.
on voit ce qui se passe au Japon. Hein, Vous citez Thomas Piketty qui dit ça peut tout à fait continuer. mécanique. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut tout à fait continuer. Alors après, voilà, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, si on va un peu trop loin et qu'on voit qu'il y a trop de monnaie qui circule dans l'économie et qu'on commence à avoir des tensions, des vraies tensions inflationnistes prolongées, on saura qu'on a été trop loin. Mais pour le moment, on n'est pas du tout arrivé à ce niveau-là. Alors, ce qui nous amène à cette grande pagaille monétaire-là. Alors, vous faites un pari, vous dites que le dollar restera dominant. Oui, en fait, il suffit de constater ce qui s'est passé. Ça fait des décennies qu'on dit l'hégémonie du dollar est menacée. On a pensé à un moment donné que l'euro pourrait prendre la place du dollar. Ça n'est pas arrivé. Maintenant, on dit peut-être que le renminbi va prendre la place du dollar, mais finalement, la monnaie chinoise, le yuan, pourrait prendre la place du dollar. Et finalement, ça aurait pu arriver, mais ça n'est toujours pas arrivé. Puis on n'a pas l'impression que c'est sur le point d'arriver. Vous dites très justement, c'est impossible qu'une monnaie pilotée politiquement, mais vraiment pilotée politiquement. Alors, il y a plusieurs obstacles. La monnaie de réserve du monde. Il y a plusieurs obstacles à l'internalisation du renminbi, puis le fait que ça devienne une monnaie dominante. Il faut qu'on puisse se financer facilement en renminbi. Aujourd'hui, il y a un contrôle des marchés de capitaux. C'est pas forcément facile d'émettre de la dette en renminbi. C'est pas non plus facile de placer de l'argent en renminbi. Donc tous ces éléments-là font que ça freine la progression du renminbi. Et il y a aussi le fait, et ça c'est un économiste qui s'appelle Barry Eichengreen, qui est l'un des plus grands spécialistes de la question des monnaies dominantes, qui dit que depuis le 19e siècle, les monnaies dominantes ont toujours été des monnaies de démocratie dans lesquelles les droits des créanciers sont protégés. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'un des points qui bloque aussi le fait que le renminbi devienne la monnaie dominante. Mais en tout cas, c'est presque une aberration aujourd'hui qu'on ait le dollar qui soit la devise dominante, parce que le PIB des États-Unis, c'est que 15% du PIB mondial, mais c'est 60% des réserves de change, c'est un peu plus que 60% des réserves de change, et puis c'est la monnaie qui est le plus utilisée dans toutes les transactions commerciales. Et puis, comme un économiste qui vient nous voir régulièrement, qui s'appelle Wilfried Galland, qui a cette punchline, et puis c'est eux qui ont les porte-avions. À un moment, ça pèse dans le contrôle, on va dire, globalement de l'économie mondiale. Voilà. Ils restent encore, même s'ils ont la volonté de s'en détacher régulièrement, mais ils restent encore gendarmes du monde, voilà, on va le dire comme ça. En tout cas, ils ont cette... Oui, les États-Unis, je pensais que vous parliez de la Chine. Non, je parlais des États-Unis. C'est pour ça que j'étais perdu, mais effectivement. Les Chinois aussi. Mais voilà. Bitcoin, vous en parlez pas, il y a deux lignes, c'est trop tôt pour se prononcer encore, là. En fait, à titre personnel, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'avenir. Donc déjà, moi, je fais vraiment une distinction. Je pense que c'est un cryptoactif, ce n'est pas une crypto-monnaie. Donc ça ne remplit pas les fonctions traditionnelles de la monnaie. Ce n'est pas un intermédiaire des échanges, ce n'est pas une réserve de valeur, ce n'est pas une unité de compte. Donc déjà, ce n'est pas une devise. Donc dire que ça prendrait la place du dollar ou du renminbi, ça, j'y crois pas du tout. En revanche, et puis surtout aujourd'hui, avec les objectifs climatiques que tous les États quasiment du monde se sont fixés, avoir quelque chose, là, il y avait un article du Wall Street Journal qui disait hier que le Bitcoin ne sert à rien. Avoir un actif qui ne sert pas forcément à grand-chose et qui consomme énormément d'électricité, ça peut être très facilement une cible pour les régimes politiques, pour les gouvernements. Et on voit bien que c'est ce qui est en train de se passer en Chine. En revanche, je pense que là, ce qui va être fascinant sur peut-être les 5 ans à venir, c'est l'émergence des monnaies numériques des banques centrales. Ouais. Ça, on voit que c'est quelque chose... Vous trouvez ça fascinant ? Oui. C'est jamais que des billets digitalisés ? En fait, il y a beaucoup de choses, de choses qui peuvent se retrouver derrière, en fait. Parce qu'on peut se demander à quoi ça servirait d'avoir un euro digital, un euro numérique, un dollar numérique. Monnaie digitale de banque centrale, donc c'est le terme exact. C'est aujourd'hui, dans les bilans de la Banque centrale, il y a une forme de monnaie qui n'est accessible qu'aux banques commerciales, qu'on appelle la monnaie banque centrale. Et le projet de l'euro numérique, ça serait de le mettre à disposition des ménages et des entreprises. Donc on se dit, on ne comprend pas forcément. Vous allez loin. Le projet, c'est déjà digitalisé. Et après, on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire, quand même. Mais en tout cas, c'est ça ce que dit la Banque Centrale Européenne, c'est que ça ressemblera à ça. Ça serait de la monnaie banque centrale qui serait disponible pour les ménages et pour les entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que
il y a peut-être un an, la Fed disait, la Banque centrale américaine disait, finalement, le dollar numérique, c'est pas forcément très intéressant, ça nous intéresse pas beaucoup, on verra plus tard. Et là, il y a une accélération des choses. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la Chine est très en avance sur ce sujet-là et a déjà fait des expériences de pilote sur un renminbi numérique et que c'est quelque chose qui commence à se développer. Et puis, il y a vraiment une volonté pour la Chine d'accélérer sur les années et même sur les mois à venir sur ce sujet-là. Et en fait, qu'est-ce que disent la Fed et la Banque centrale européenne ? La Banque centrale européenne dit explicitement on va lancer un euro numérique en partie parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres monnaies numériques, donc par exemple un renminbi numérique, qui soit utilisé chez nous, qui s'impose et qui puisse éventuellement menacer l'utilisation de l'euro. Donc en fait, on parle souvent de guerre des monnaies, et en fait... Ce qui est un peu contradictoire, Bastien, avec ce que vous nous avez expliqué il y a 5 minutes. C'est-à-dire c'est-à-dire que renminbi reste, même le renminbi digital, restera encore plus d'ailleurs, ça peut être un moyen sous le contrôle de l'État chinois. Oui, bien sûr, mais ça peut être aussi un moyen... Si vous voulez, je pense que la Chine serait assez heureuse, il y a un certain prestige à avoir la devise dominante, quoi. Et on voit que toutes les réformes financières et politiques à mener pour que le renminbi devienne, par une voie traditionnelle, la monnaie dominante, on voit que c'est assez compliqué pour que ça arrive. En revanche, si l'usage du renminbi numérique commence à se développer, par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud, là, on peut avoir, c'est un moyen de peut-être contourner les moyens traditionnels pour devenir la monnaie dominante. D'accord. Alors après, bon, on n'a pas le temps, mais vous avez raison. Euro digital, en fait, derrière, vous en parlez d'ailleurs de cette fameuse hélicoptère-monnaie, c'est-à-dire à un moment, la Banque centrale pouvant envoyer directement de l'argent sur les comptes bancaires des citoyens européens. Voilà. C'est une possibilité. Et ça ouvre un champ, évidemment, un champ absolument considérable. Mais moi, je veux absolument qu'on parle des syndicats, des partenaires sociaux, de tout ça. Les débats sur la gouvernance des entreprises seront de plus en plus fréquents. C'est votre conviction ? Je la partage, Bastien. Voilà. Non, mais le travail explose sous toutes ses formes. On est sur des accélérations de tendance incroyables de transformation du travail. Alors moi, je travaille essentiellement dans mon poste sur les États-Unis. Il y a quelque chose qui est assez fascinant qui est en train de se produire, mais il y a aussi des parallèles qu'on trouve en France et en Europe en général. C'est le fait qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis 8 millions d'emplois qui sont manquants par rapport au début de la crise. Et les entreprises n'arrivent pas à recruter. C'est-à-dire qu'il y a une très forte demande de travail de la part des entreprises. Elles veulent recruter. Elles n'y arrivent pas. Et en face, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent au chômage et qui finalement n'offrent pas, qui ne viennent pas, sur le marché du travail. Et on ne comprend pas forcément pourquoi. Parce qu'on se dit que dans les tests qui circulent aux États-Unis, c'est le fait que les programmes d'allocation chômage qui ont été mis en place sont peut-être un peu trop généreux parce qu'il y a le supplément d'allocation chômage de $300 par semaine qui est au-dessus du salaire minimum américain, enfin en tout cas le salaire minimum fédéral. Il peut y avoir des gens qui ont peur du Covid, mais là on se dit bon. Il y a eu l'échec Biden. Et en fait, toutes ces raisons-là, finalement, ne sont pas suffisamment convaincantes. On ne comprend pas pourquoi cette offre et cette demande de travail n'arrivent pas à se rencontrer actuellement. Alors peut-être que ça va revenir sur les mois qui arrivent, mais on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises sont obligées de très fortement augmenter les salaires d'entrée. On voit chez Amazon, on le voit chez McDonald's, on le voit chez tout un tas d'entreprises, même chez Bank of America, donc c'est aussi dans le secteur financier. Et on voit qu'il y a peut-être une sorte de révolte finalement des employés bas salaires aux États-Unis qui n'acceptent plus de faire certains emplois pour des salaires qui sont trop bas, quoi. Et donc, alors à l'époque on disait ils votent avec leurs pieds, c'est-à-dire en n'allant pas en fait sur le marché du travail. C'est comme ça qu'ils signifient leur mécontentement. C'est peut-être que les personnes qui touchaient trop peu, qui avaient des rémunérations qui étaient trop basses dans certains secteurs, et finalement essaient de bifurquer sur d'autres salaires, sur d'autres secteurs, pardon. Et en fait, il y a certains secteurs qui se retrouvent sans personne à recruter, quoi. Enfin, les partenaires sociaux là-dedans, c'est-à-dire que plutôt... Les États-Unis, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Mais ils font ça, c'est-à-dire il y a une sorte de refus du travail plutôt que d'essayer de constituer des groupes de pression efficaces. Enfin, on a vu ce qui s'est passé chez Amazon, voilà. Mais malgré d'ailleurs le président des États-Unis lui-même, qui soutenait 13 années 70, qui essaie de soutenir la constitution de syndicats. Et absolument, c'est ça qui fait progresser les flux des travailleurs. Ça n'a pas marché. Et tu penses que ce mouvement... Enfin, on va en avoir les échos chez nous. On discute des nouvelles formes de travail, de l'entreprise éclatée, de l'ubérisation, tout ça.
Et c'est vrai que l'ensemble de ces gars-là sont sans représentation syndicale, en fait. Oui, il y a énormément de secteurs dans lesquels il n'y a pas du tout de représentation syndicale. Et puis, il y a aussi, il y a pas mal de secteurs pour lesquels les conditions de travail sont difficiles. Je pense au secteur de la restauration, ça fait la une des journaux partout. Finalement, il y a assez peu de représentation syndicale, où finalement, on voit bien qu'il y a d'énormes difficultés de recrutement des restaurateurs, quoi. Donc, il y a Donc, des ce que choses tu dis, c'est l'intérêt, alors tu l'écris pas là, hein, c'est vraiment notre discussion, c'est l'intérêt aujourd'hui des employeurs que de se préoccuper de ce sujet. Tout à fait. Dans une économie, est-ce que c'est aussi ton pronostic? C'est-à-dire que j'entends beaucoup là, la période de reprise qu'on va vivre, nous, très très vive, on l'espère, mais déjà elle va manquer de bras. Notre période de facto, en Europe. c'est déjà ce qu'on observe. C'est déjà ce qu'on observe. C'est déjà ce qu'on observe dans le secteur de la restauration, mais il y a d'autres secteurs. En fait, je suis surtout les États-Unis, mais ce que je peux voir aux États-Unis, c'est que les offres d'emploi, il n'y a pas du tout que dans la restauration qu'elles sont très élevées. C'est dans tous les secteurs que les postes ouverts sont à leur plus haut historique, quoi. Et ça a très fortement augmenté depuis quelques mois. Sauf que si tu tires ce fil-là, Bastien, ça fait hausse de salaire. Oui, bien sûr. La boucle prix-salaire, les taux d'intérêt, et on retombe sur la dette. Oui, si on allait vraiment jusque-là, effectivement. Si on avait une boucle prix-salaire qui était durable et qui se mettait en place durablement. Et la Banque centrale doit remonter les taux d'intérêt. Dans ces cas-là, et là, le poids de la dette, tout à coup, devient un vrai problème. Alors là, on voit bien que les banques centrales sont extrêmement patientes et ne sont pas du tout sur le point de remonter les taux directeurs. Et c'est encore moins le cas en Europe, quoi. En Europe, il y a eu une inflation qui était basse pendant tellement longtemps, pendant 10 ans, une inflation qui était tellement en dessous de la cible des 2%, que la BCE n'est absolument pas prête à remonter ses taux directeurs, de toute façon. C'est bien cette petite boucle-là. Voilà, on fait le tour. Merci beaucoup, Bastien. Bastien Dru, donc l'économie de demain. Voilà, vous voyez le bouquin, c'est parfait. Les choses sont bien faites, c'est Bismart. On repart, les amis, on repart avec Bernard Gilly, le fondateur de Gensight. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane. Vous étiez déjà venu nous voir, mais en fait à chaque fois, c'est-à-dire, mais j'ai appris le mot, parce que c'est depuis le temps qu'on se parle, Bernard, je ne connaissais pas. En fait, c'est l'optogénétique. Absolument. Voilà, c'est ça ce que vous faites. Absolument, c'est une technologie qui est apparue il y a une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, qui est très utilisée par les chercheurs sur la paillasse et qui consiste en fait à intégrer un gène dans un neurone. Et puis ensuite, c'est un gène qui code pour une protéine qui est sensible à la lumière. Ensuite, on allume et ça fonctionnalise le neurone, ça lui donne une fonction, donc il va émettre un signal et puis on va pouvoir comprendre comment il transmet le signal à son voisin, tout un tas de trucs. Alors c'est très utilisé à la paillasse, il y a des dizaines et des dizaines, quoi, des centaines. Paillasse vous savez, dans les laboratoires. Dans les laboratoires, non, là où on travaille dans les laboratoires, c'est la paillasse. Dans un laboratoire ça, c'est votre paillasse. D'accord. Voilà. Nous, elle est un peu en carreau, elle est un peu mime, machin. C'est ça. Mais c'est une paillasse. Voilà. D'accord. Et en fait, on a pensé avec José Sahel de l'Institut de la Vision et puis Boton Rosca de l'IOB à Bâle d'utiliser cette technologie pour rendre la vue à des aveugles. Donc c'est exactement la même chose. On utilise une stratégie de thérapie génique, c'est-à-dire un petit vecteur qu'on injecte dans le vitré. Donc c'est très simple. Il va mettre son gène dans des cellules qui sont les cellules de la rétine. Enfin, c'est quoi un petit vecteur? C'est un petit virus. On appelle ça un adeno-associated virus. C'est-à-dire c'est un tout petit virus qui n'a pas d'impact particulier. Les mêmes qui sont utilisés pour le cancer, dans la lutte contre le cancer? Il y en a qui sont utilisés dans la lutte contre le cancer. Il y en a d'autres qui sont utilisés déjà, d'ailleurs, en ophtalmo pour transférer des gènes dans des maladies génétiques, par exemple. Bref, un petit véhicule biologique. Un petit véhicule biologique on va dire ça comme ça. Qui va mettre son gène dans les cellules de la rétine qui n'ont pas disparu. Et puis là, le gène s'exprime. Et ensuite, on a développé une paire de lunettes qui, en fait, va transformer les informations visuelles extérieures dans les mêmes informations, un pixel par pixel, mais avec la lumière à laquelle la protéine est sensible. Mais le gène lui-même, vous lui avez appris d'une certaine manière à... Pas du tout. C'est un gène qui code pour une protéine qu'on appelle crimsonaire. Le terme technique, c'est une channel rhodopsine. On ne va pas rentrer là-dedans. C'est une protéine qui est dérivée des algues. Et c'est une protéine qui, naturellement, lorsque la lumière la touche, elle émet un courant électrique. D'accord. Donc c'est exactement ce qu'elle fait dans nos cellules de la rétine. Et ça permet Et elle est présente à l'état naturel dans notre corps ou c'est vous qui... Ah non, voilà, c'est ça. C'est une protéine tout à fait... Vous avez été la chercher dans les algues. Absolument. C'est pas moi. C'est des chercheurs fondamentaux qui ont travaillé là-dessus, justement pour les neurobiologistes qui faisaient ça sur leur paillasse. Et on utilise cette protéine qui est très très bien tolérée et qui fonctionne vraiment très très bien, parce qu'en plus elle est sensible à la lumière rouge.
une lumière un peu orange-rouge, Ouais. qui est très très bien tolérée par la rétine. Si c'était une lumière bleue, ce serait pas pareil. La lumière bleue est toxique pour la rétine. Donc on a vraiment cette protéine qui est tout à fait bien tolérée. Et d'ailleurs, les patients tolèrent très très bien le traitement. Et ensuite, ils prennent cette paire de lunettes et ce sont des patients qu'on choisit dans les essais cliniques, évidemment, et puis c'est ça la cible, ils sont aveugles, ils ont perdu la vue. Donc le patient dont il est question dans l'article, c'est un patient... Attendez, on n'a pas encore parlé de l'article. Voilà. Mais qui est aveugle, c'est-à-dire qu'il a perdu la capacité de presque distinguer la lumière. Vous voyez, donc c'est vraiment une cécité profonde. Eh bien, ce patient, et vous le voyez dans les vidéos qui sont associées à l'article, eh bien, il est capable de voir des objets sur une table, de compter ces objets. Il est capable, lui-même le dit d'ailleurs, de voir les bandes blanches pour traverser la rue. Et c'est évidemment attendez, Bernard, un progrès considérable. De quel article on parle, justement? Alors voilà, c'est ce qui fait que vous êtes là. Absolument. On parle d'un article dans Nature Medicine qui est le grand journal ou un des grands journaux scientifiques et qui nous a fait vraiment l'honneur de publier cet article. C'est une première mondiale. Et on va le dire un peu, parce qu'il faut quand même le faire de temps en temps. C'est une technologie qui est française, Et on va en parler. développée en France par GeneSight. Et donc voilà, donc on est content de ça, mais surtout, au-delà de cette première mondiale et de l'impact scientifique, c'est la preuve du concept. Donc ça fonctionne. Première mondiale, ça veut dire donc vous avez ce malade atteint de quoi? D'une dégénérescence. Il est atteint de ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire. C'est un groupe de maladies génétiques. Il y a beaucoup de mutations, mais ils ont tous à peu près la même histoire de pathologique, c'est-à-dire que vers l'âge de 18-20 ans, ils vont perdre la vision périphérique d'abord, hein, et puis ça va diminuer. Ils vont avoir vers 30 ans, ils ont juste la vision centrale très réduite. Ils appellent ça la vision tunnel. Puis ça continue à dégénérer vers, en gros, on va dire 45 ans, ils sont aveugles. Voilà, c'est ça. Et c'est inéluctable parce que ce sont les photorécepteurs, ce sont ces cellules qui justement ont pour rôle de transformer la lumière en un courant électrique. Et bien, ce sont ces cellules qui dégénèrent chez ces patients. Donc, tôt ou tard, ils deviennent aveugles. Et donc là, pour la première fois, vous prouvez qu'on peut inverser d'une certaine manière ce processus. Exactement. C'est vraiment ça l'objet de cette première, c'est qu'on prouve, on démontre que la stratégie optogénétique, elle modifie le cours de la maladie, elle permet de restaurer une vision fonctionnelle chez ces patients. Mais vous m'aviez déjà raconté un exemple très spectaculaire, Bernard, avec l'un de vos malades. Je me souviens, c'était un adolescent qui jouait au basket. Enfin, vous en parliez avec... C'est une autre maladie, voilà, et c'est un autre traitement de GeneSight. Voilà, absolument. C'est ça. C'est le deuxième. En fait, on parle aujourd'hui du deuxième produit de GeneSight. Voilà. Le premier produit attend l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Et il cible la neuropathie de Leber, qui est une autre maladie génétique, mais qui ne touche pas les photorécepteurs. C'est une maladie qui touche d'autres cellules de la rétine. Donc la stratégie d'optogénétique ne fonctionnerait pas pour la neuropathie de Leber. D'accord. Voilà. On parle vraiment des rétinites pigmentaires, qui sont ces maladies où les photorécepteurs dégénèrent. Qu'est-ce que... oui, d'ailleurs, vous le dites, c'est somme de l'excellence du savoir-faire français qui permet cette oui, cette avancée. Oui, c'est important pour moi. Moi, j'ai passé ma vie à développer des entreprises de biotech en France et voilà, il y a beaucoup de French biotech bashing, comme vous le savez. On crie, on dit, voilà. Malgré un environnement qui est un environnement difficile, en particulier financier. Vous savez que si on compare par rapport à nos consoeurs nord-américaines, on travaille avec à peu près 10 fois moins d'argent. Mais malgré ça, on démontre, nous, d'autres, il y a eu d'autres annonces d'ailleurs hier très positives, que la biotech, c'est possible en France, que c'est une industrie et que, à une époque où on se plaint de ne pas avoir d'innovation dans la santé, vous voyez ce que je veux dire, le Covid-19 où on n'a pas de vaccin encore, enfin vous avez entendu ça comment? Oui, ça m'intéresse, moi j'ai envie qu'on en parle. Non, mais on peut en parler. Mais on va en parler pendant une dizaine de minutes. Absolument, mais ça prouve que non, il existe en France, d'abord, une recherche dite fondamentale, universitaire, académique, qui est de bonne qualité, et il existe des entrepreneurs et des entreprises qui sont capables, avec tous les obstacles qui sont sur leur route, et bien quand même de développer des innovations thérapeutiques qui sont majeures. Vous voyez, rendre la vue à des patients qui ont une rétinite pigmentaire, c'est vraiment très important. Développer un traitement de la neuropathie de Leber, c'est extrêmement important. Ce sont des patients... c'est l'autre produit de GeneSight. Ce sont des patients qui perdent la vue quand ils ont entre 18 et 30 ans, en quelques jours. Vous imaginez le bouleversement d'une vie, d'une famille, d'un individu bien sûr, mais de son entourage. En quelques jours, ces gens deviennent aveugles.
on arrive à les traiter avec le Lumevoq et on attend l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Ce sont à chaque fois, juste un petit point là-dessus, alors je ne sais pas par quel bout le prendre, non, prenons-le quand même par ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est du bashing, mais quand même à un moment, effectivement, on se demande, tiens je vais le dire comme ça, si on n'est pas sorti de l'histoire en fait. Moi je dois vous avouer comme ça, en tant que citoyen basique, voir que les Anglais ont fait un vaccin, que les Allemands ont fait un vaccin, que les Américains évidemment ont fait un vaccin, que les Russes, même s'il est en tout cas, ont fait un vaccin. Et que nous, pays de Pasteur, hein, comme on l'a entendu partout, on est en retard. Ça y est, visiblement Sanofi a trouvé, là, ils accélèrent, mais on est en retard. Oui, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas sorti de l'histoire sur ce plan-là, comme sur d'autres d'ailleurs ? Alors, c'est un constat que je partage avec vous. J'espère qu'on n'est pas sorti de l'histoire, mais c'est un constat que je partage avec vous, Stéphane. C'est bien sûr, d'abord, douloureux de vivre ça, effectivement, au pays de Pasteur. Mais je pense que ça va fondamentalement beaucoup plus loin. Ça fait plusieurs dizaines d'années que les politiques de tous bords ont abandonné le secteur de l'industrie pharmaceutique. C'est aujourd'hui, la santé en France, c'est l'accès aux soins et le prix du médicament. En dehors de ça, on n'a pas du tout réfléchi que c'est une industrie. C'est une des plus importantes industries mondiales, l'industrie pharmaceutique. Globalement, pharmacie, technologie médicale, biotechnologie, c'est une industrie mondiale qui génère énormément de revenus et de laquelle la France est malheureusement en grande partie absente. Alors, à l'exception notable de Servier, qui a d'autres problèmes, mais qui survit en France. Sanofi, bien sûr, en France, mais Sanofi, c'est une boîte qui est aujourd'hui essentiellement entre les mains d'actionnaires qui sont probablement essentiellement nord-américains ou mondiaux. Oui, mais ça peut importe. Mais qui fait surtout... Elle a quand même aujourd'hui sa recherche, notamment en grande partie en France. Ben, enfin, oui, mais alors justement, ça a été un sujet, ça. Moi, je me souviens très bien, j'en ai déjà parlé ici, parce qu'il se trouve que Chris Wiebarer, le patron de Sanofi, il y a 7-8 ans maintenant, a été en partie viré parce qu'il passait trop de temps à Boston, disaient les administrateurs, pas les actionnaires, les administrateurs. À ce moment-là, il fallait faire ces paris-là, justement, Bernard. Il fallait dire, oui, c'est à Boston que ça se passe, donc on va investir à Boston, et puis ça reviendra en France d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que plus fondamentalement, il faut faire des paris. Les faire à Boston ou les faire à Paris ou les faire ailleurs, c'est pas le problème. Il faut faire des paris. Il fallait parier sur la technologie ARN il y a 15 ans. C'est pas Moderna qui, en 2019, ou Pfizer-BioNTech en 2019, se sont mis à penser à l'ARN. Ça fait des années et des années qu'ils travaillent. Moderna dit d'ailleurs rend hommage. Bien sûr, 15 ans de travail. Stéphane est le premier à le dire. Bien sûr. Et ils ont pu, Stéphane Bancel. Et il a pu effectivement aller très vite parce qu'il avait ces 15 ans de travail avant. Il faut faire des paris. Il faut faire des paris sur la thérapie génique. On commence aujourd'hui à voir les résultats de la thérapie génique. Mais ça, pour faire ça, il faut une vraie politique industrielle de l'innovation en santé que aujourd'hui, il faut dire franchement, nous n'avons pas vraiment en France. Nous n'avons probablement pas du tout. En fait, voilà, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Il est arrivé aux industries de santé, ce qu'il est arrivé à toutes les industries, finalement, depuis 40 ans. Alors, je ne sais pas, parce que je connais surtout le secteur de la santé de mon côté. C'est une image qui m'est venue. On peut en parler comme ça, mais donc notre Premier ministre a inauguré, je ne sais plus quand, c'était la fin de la semaine dernière, là, le train de nuit Paris-Nice. Voilà. Il était très fier. Et je regardais ça, 1980. C'est le TGV, la carte à puce, le Minitel, on en dit ce qu'on veut du Minitel, mais en 80, le Minitel, c'était une innovation mondiale. Voilà. Et dans 3 secteurs comme ça, et maintenant en train de nuit Paris-Nice. Donc on se dit, oui, effectivement, on a décroché quelque part. Je pense que, et c'est très, très important dans le domaine de la santé, parce que justement, l'innovation thérapeutique ne se fait pas d'un claquement de doigts. Alors j'entends évidemment les politiques qui disent, il faut faire de la bioproduction en France. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est extrêmement vertueux, la santé. C'est quoi de la bio de fabriquer des vaccins, fabriquer des anticorps monoclonés, fabriquer des produits de thérapie génique. Aujourd'hui, les produits de thérapie génique de Ginseng ne sont pas fabriqués en France parce que nous n'avons pas les moyens d'investir dans une usine de production de ce genre de produits. C'est un investissement de plusieurs centaines de millions. Donc, nous, on ne peut pas le faire, nous, petites entreprises. Donc, on travaille avec des entreprises qui sont des manufacturiers, qui sont spécialisés là-dedans. Et il n'y en a pas en France. C'est comme ça, je le regrette. J'espère qu'un jour, il y en aura, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais surtout, c'est vertueux parce qu'il faut penser en avance, il faut prendre des risques. Mais ces risques sont d'abord extrêmement rémunérateurs. Si on a du succès, c'est extrêmement important parce que le marché de la pharmacie, le marché de la thérapie, des thérapies, est extrêmement important. Et c'est une deuxième vertu, c'est que c'est un marché qui est extrêmement régulé par des agences réglementaires européennes, nationales, nord-américaines, chinoises maintenant.
Et on ne peut pas changer l'endroit de production d'un claquement de doigts. Ça coûte très très cher et ça prend beaucoup beaucoup de temps de transférer une production d'une usine dans une autre. Donc quand vous avez vos usines en France, il n'est plus question de délocalisation ou de quoi que ce soit. Vous avez les usines et pratiquement pendant 20 ans ou 25 ans, vous allez pouvoir exploiter ces usines, ce qui est vraiment une caractéristique très forte de l'industrie de santé. Et à l'inverse, quand vous ne les avez pas, vous ne les avez pas. C'est-à-dire, quand vous ne les avez pas... Je ne vais pas vérifier ça, vous allez peut-être pouvoir me le confirmer, mais en fait, même si on voulait, on ne pourrait pas faire de l'ARN messager en France. On n'a pas la base industrielle. On ne pourrait pas du jour au lendemain. On pourrait pas du jour au lendemain. Il faudrait monter des usines, c'est-à-dire probablement au moins... on va dire 3 ans, voire peut-être 4 ans avec les problèmes administratifs. Il va y avoir là, tout début juillet, donc un conseil stratégique des industries de santé, parce que vous dites tout ça, mais tous les ans, on a quand même un conseil stratégique des industries de santé, voilà. Desquels la biotech est massivement absente. C'est vrai. Desquels ? Oui, France Biotech est présente au CSIS, mais en gros, le CSIS, c'est les grandes industries pharmaceutiques, c'est-à-dire Sanofi, Servier y est, et puis après, c'est les filiales des groupes étrangers. Faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé. Déjà, il y a ce besoin de faire innovante et souveraine. Enfin, peut-être que ces deux éléments sont contradictoires. En plus, vous me l'avez démontré, Bernard. Moi, je préfère que vous soyez innovant et d'aller faire... Bien sûr. Mais personne ne peut être contre ce genre d'affirmation. C'est très beau, mais excusez-moi, c'est de la communication. C'est ça. Voilà, être innovant, déjà, ça prend du temps. Être souverain, c'est un autre problème. Et aujourd'hui, vous savez bien que la recherche, elle n'est pas nationale, elle n'est pas régionale. La recherche, elle est mondiale. Il faut aller chercher les technologies là où elles sont, même si vous avez une très bonne idée. Je reprends le cas de GeneSight avec le GS30, l'optogénétique. C'est une idée française, c'est une technologie qui est massivement française. Il n'empêche, on est allé chercher un gène au MIT parce qu'on en avait besoin. Vous voyez, c'est pas... On ne peut pas faire ça dans notre garage. C'est fini cette époque où on faisait ça entre nous, et très bien, on était les meilleurs du monde. On ne peut plus être les meilleurs du monde. C'est l'open innovation. Il faut juste se donner les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas... Je milite vraiment pour ça. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est un problème de mettre plus d'argent par les pouvoirs publics. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les pouvoirs publics, les politiques doivent, décider, oui, en effet, le secteur de la santé est un secteur industriel qu'ils veulent soutenir. Et il faut que ça soit sur le long terme, il ne faut pas que ça change à chaque législative. Et 2, il faut organiser l'environnement de telle façon qu'il puisse attirer vers la France et vers les entreprises françaises le plus de financement possible. Et quand je dis ça, évidemment, ça paraît simple, et c'est compliqué. Il faut arrêter de diriger l'épargne vers le financement du déficit budgétaire et de la dette. Il faut orienter l'épargne. L'assurance vie, on n'a pas de fonds de pension en France. L'assurance vie, d'autres formes d'épargne, il faut les orienter massivement vers ça. Oui, mais Bernard, alors, je vous suis à 100%, sauf peut-être là-dessus, parce que c'est... très fort risque, très fort rendement, mais très fort rendement parce que très fort risque. C'est un boulot de professionnel, non, même, que de financer des boîtes comme GeneSight quand même aujourd'hui. Mais bien sûr, mais les assureurs de vie sont des professionnels. Il ne s'agit pas de leur dire vous mettez tout sur la biotechnologie. Il s'agit de dire vous gérez l'argent mais vous gérez et vous en mettez une pourcentage. Moi je vous adore, mais c'est risqué quand même. Stéphane, ce sont les fonds de pension aux États-Unis, c'est-à-dire des fonds qui sont la retraite des travailleurs américains, ce sont les fonds de pension qui financent la biotech américaine. Tellement puissant qu'en fait, 1%, c'est les 10-12 milliards qui font la différence. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est possible. Beaucoup de risques sur 1%. Absolument. Et moi, je dis que c'est possible, il faut juste s'en donner les moyens, il faut juste qu'effectivement, une décision politique soit prise et soit implémentée après. Et qu'elle doit être sur le long terme, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais on a une chance, c'est qu'on a une réserve d'entreprises de biotechnologie qui est quand même importante en France. Il y a plusieurs centaines d'entreprises de biotechnologie qui ont du mal à s'en sortir, qui arrivent. Vous voyez GeneSight, vous voyez d'autres, Abivax, ils y arrivent, on y arrive quand même. Ouais. Mais c'est que c'est difficile, mais il y a encore un pool qu'il faut continuer à financer et dont il faut financer la croissance. Il y avait un autre point qui revient assez régulièrement dans ces questions-là, c'est la vitesse nécessaire par rapport... il y a des moments dans votre développement où vous avez besoin d'une très grande vitesse et où l'administration est incapable de vous accorder cette vitesse. Alors, ça s'est beaucoup amélioré. Alors, allez-y. Ça s'est beaucoup amélioré. D'abord parce qu'il y a maintenant la possibilité de passer par l'échelon européen. Et l'Agence européenne du médicament est une agence qui travaille extrêmement bien et de façon assez... collaborative avec les demandeurs, avec des entreprises de biotechnologie. L'Agence française du médicament aussi s'est beaucoup améliorée. Elle s'est beaucoup améliorée, même si aujourd'hui on peut dire que... avec les labos, c'est à chaque fois, c'est... En fait, il se trouve qu'ici, on a fait une émission en partenariat avec Amgen qui nous disait...
un peu off the record, mais quand même, si vous voulez lancer un truc, l'accès au marché, vous savez que c'est en France que ce sera le plus lent, le plus compliqué. On parle d'autre chose, là, on parle d'accès au marché. Ouais. Et j'allais y venir. Mais ça, c'est pas l'agence du médicament. Ça, c'est l'HAS et donc la Haute Autorité de Santé et le comité du prix du médicament qui, eux, ont pour rôle, en fait, au-delà de l'agence de sécurité du médicament, qui doit tester la sécurité des médicaments, il y a effectivement, une fois que vous avez votre approbation par l'agence du médicament, et bien après, il y a l'accès au marché, où voilà. il faut passer par l'HAS, etc. Là, oui, je pense que ça peut encore s'améliorer, mais ça existe. Le parcours, il est borné. C'est assez simple de rentrer dans ce marketing. On peut toujours tout améliorer, mais on s'est beaucoup plaint à un moment donné qu'on ne savait pas comment ça marchait. Maintenant, on sait comment ça marche. Ouais. Vous avez des systèmes qui ont été mis en place par les gouvernements récemment, dans les 15 dernières années, qui sont ce système des ATU, des autorisations temporaires d'utilisation. Et bien ça, c'est extrêmement important. Et il ne faudrait pas revenir là-dessus. Ça permet, même avant l'autorisation par l'Agence européenne, de pouvoir approvisionner des patients avec un traitement. C'est un truc magnifique qui existe un peu partout, mais qui existe bien et qui est bien normé en France. Donc, voilà. Il y a des choses qui avancent. Je ne veux pas dire que tout est parfait. Vous pensez, Bernard, juste à la fin, que ça peut servir d'électrochoc quand même? Parce que ce qu'on s'est dit là, sur cette idée, est-ce qu'on n'est pas sorti du truc? Est-ce qu'on n'est pas sorti de l'histoire? Ça peut servir d'électrochoc? Je ne sais pas. J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit vraiment ça. Mais je crains que les politiques ont la mémoire très courte et lorsque ça va repartir, oui, mais là, on va c'est de les nouveau citoyens. oublier. Là, c'est les citoyens qui, à mon avis, ils sont beaucoup à réfléchir. J'espère. Très bien. Tant mieux. Tant mieux. Je le souhaite vraiment parce qu'encore une fois, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer. Vous dites on est sorti de l'histoire, on est peut-être sorti de l'histoire. Est-ce qu'il est trop tard? Non, je ne crois pas qu'il soit trop tard. La preuve, on sait innover dans le domaine de la santé. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus essayer de gagner des batailles d'hier, parce que ça aussi, c'est une de nos grandes spécialités. Absolument, absolument. On ramène le Doliprane, je suis ravi qu'on ramène le Doliprane, mais enfin... Ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Bon. Voilà. Bonne route, Bernard, à bientôt. Merci, Stéphane, à bientôt. Le prochain malade qui retrouvera la vue, non pas miraculeusement, mais grâce à l'optogénétique. Bernard Gilly, donc le fondateur de GenSight, était notre invité. On termine, les amis, on termine avec Romain de Tellier qui est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Président de Arc Industrie Group. Mais le groupe, c'est nouveau, non? Eh oui, c'est nouveau. Et voilà. C'est nouveau, effectivement. Grosse actu, puisqu'on a fait une très belle levée de fonds en janvier. Et première acquisition, enfin, je dirais, puisqu'on en avait parlé déjà il y a un an, presque. Fin avril, pour en enchaîner d'autres dans les prochains mois. Alors, mais c'est ça que j'aime beaucoup, parce que c'est pour ça qu'en fait on fait Bismart. C'est pour vivre au rythme des entreprises. Et donc on est là, vous êtes dans le quotidien de l'actualité économique avec les levées de fonds des startups. En gros, en dessous de 20 millions d'euros, on n'en parle même plus. Voilà. Et puis vous avez l'industrie des territoires. Voilà, on va dire ça comme ça, Romain, parce que on est en Isère, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. On est en Isère, à côté de Grenoble. Voilà, c'est ça. Et là, c'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Une grosse levée de fonds sur un chiffre d'affaires aujourd'hui de 6 millions d'euros, c'est ça? Alors, qui faisait à peu près 4. On va faire 4 cette année et on fait une augmentation de capital de 3 millions. Donc, c'est unique parce que c'est dans un milieu qui est plutôt patrimonial. En fait, les PME industrielles de la transformation du métal sont souvent plutôt patrimoniales. Et là, j'arrive en disant, aujourd'hui, à cause des écoutes de Stéphane Soumier, de son ami Nicolas Dufourc, ça commence... Plutôt Nicolas Dufourc. Ouais, mais ensemble, ça donne quand même de l'énergie, des envies. Et ça permet de comprendre comment on fait ça, en fait. Comment est-ce qu'on construit un groupe? Comment est-ce qu'on construit une aventure industrielle? Et tout ça, mis bout à bout, font que la décision se prend. Alors, attends, au départ, il faut le rappeler, entreprise de tôlerie. Tôlerie, donc transformation de la tôle à plat. On découpe, on plie. Donc, fait de l'origami avec de l'acier, de l'inox, etc. Voilà. Et on soude, on assemble pour des produits industriels qui se retrouvent soit dans des grosses industries, soit dans une tour d'ordinateur ou ce genre de choses. Mais pourquoi est-ce qu'il reste des acteurs de ta taille?
il y a principalement des acteurs de 2, 3, 5 millions de chiffre d'affaires. Il n'y a pas un gros acteur de la Il y a tôlerie. quelques acteurs qui font de la tôlerie, de la chaudronnerie, qui sont un peu plus gros, qui peuvent aller jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Mais en France, il y en a très très peu qui sont gros. Et donc c'est plutôt justement un métier local finalement. Ça, alors. Qui... Et alors, non, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense à ce qui se passe en ce moment autour de la fonderie, tu vois, où tu vois, alors c'est évidemment plus au nord, mais où tu vois s'effondrer en fait tout un pan de notre industrie qui était là aussi des tout petits éléments. Alors un peu plus de chiffre d'affaires parce que ce qui délivre est plus cher, mais enfin je ne pense pas que les marges soient plus importantes Non, que pas forcément. voilà, ce que tu faisais toi. Parce qu'à un moment, tu as un changement stratégique de technologie. Bon, bah là en l'occurrence, c'est le diesel qui disparaît, hein, qui met par terre l'ensemble de ces... C'est quoi? C'est les donneurs d'ordre qui ont intérêt d'une certaine manière à maintenir ce tissu très éclaté? Je pense que c'est plutôt une volonté des acteurs de la tôlerie, de la chaudronnerie, de rester petits, cachés, discrets, parce qu'il y en a partout en fait. Et donc il y a de la place. Il y a de la place pour vivre correctement avec 10, 20, 50 personnes. Et donc moi je vois aussi un marché de nos clients grands comptes qui sont en train de concentrer leurs achats pour que leurs fournisseurs apportent plus de valeur. C'est ce qu'a fait l'automobile, c'est ce qu'a fait l'aéronautique. C'est qui tes clients grands comptes? Enfin, c'est des noms qu'on connaît? Alors ou... aujourd'hui, anciennement Plasticomium, qui faisait les poubelles. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est Sullo. D'ailleurs, BPI est au capital maintenant. Sullo, donc on est le premier fournisseur de pièces métalliques de Sullo. 500 millions de chiffre d'affaires. On fournit un fabricant international d'échangeurs thermiques, donc qui vont dans des centrales, dans des plateformes pétrolières. On fabrique des éléments en titane, en alliage de nickel. On est devenu key supplier de ce client qui a une entité qui fait 300 millions à Grenoble. Ouais. Et maintenant, on délivre aux États-Unis, on va bientôt délivrer en Europe pour des acteurs comme ça. Et à 3 millions de chiffre d'affaires, on est trop petit. Et voilà. Donc ils ont besoin qu'on grossisse pour qu'on leur apporte plus de valeur. Je pense en plus à un autre élément très important et qui va aussi sans doute restructurer notre tissu industriel, c'est qu'ils ont aujourd'hui des bilans carbone à produire, qu'ils ont, alors vous connaissez, hein, scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire ils ont besoin de savoir exactement ce que leurs fournisseurs font, eux aussi, en matière de bilan carbone. On a beaucoup de demandes là-dessus. Mais évidemment. Ça fait faire partie des axes, évidemment, qu'on va travailler. Mais donc ça, forcément, ça veut dire aussi qu'ils vont rationaliser et réduire le nombre de fournisseurs. Il faut être plus structuré pour pouvoir répondre à ces exigences-là, ces attentes-là. Et puis, on est dans un métier où, je te dis, les actionnaires sont plutôt patrimoniaux et des baby-boomers, ou presque. Donc j'ai de la chance, je vais avoir 38 ans cette année. Moi il me reste 30 ans a priori. Donc je m'inscris dans la durée. Et donc sur un bassin isérois où le marché de la tôlerie c'est à peu près 60 millions de chiffre d'affaires, quand tu fais 3, 4, 5 millions, tu restes petit. Ouais. Donc, pour devenir leader aussi sur un marché, il faut atteindre des tailles plus importantes. Donc, il y a cette stratégie d'objectif de leadership. Donc, ça veut dire ouvrir son capital, quand tu dis... Ouvrir son capital, et puis d'intégration de la supply chain. C'est ce que j'ai essayé de décrire l'année dernière, mais là, ça se concrétise avec de la chaudronnerie, les opérations annexes, beaucoup plus qualifiées, avec de la soudure. Alors, attends, il faut que même à moi, là, j'ai besoin que tu me précises. La tôlerie, tu l'as bien décrite. La chaudronnerie, pour moi, c'était un peu sculpter le métal, quoi. C'était. On est un petit peu là-dedans. On est dans il va y avoir beaucoup de soudure dans la chaudronnerie, avec de la formation et surtout de la précision dans effectivement la transformation de la matière. Voilà. Parce que quand tu soudes, la matière se déforme, et donc il faut maîtriser ça. Donc les chaudronniers sont des très bons techniciens en général qui savent anticiper et corriger la déformation. Et tu vas retrouver ça sur des vannes dans des barrages hydrauliques. Tu vas l'avoir dans des fours industriels de très haute, sous pression, etc. Tous les appareils sous pression, les cuves, l'hydrogène demain, il faudra le stocker. C'est des cuves qui sont faites par des chaudronniers. Tout à fait. Donc les marchés restent infinis dans la tôlerie et la chaudronnerie. Il y en aura toujours besoin dans l'industrie. Et donc c'est aussi, il va y avoir besoin d'acteurs solides demain. Et toi, ta démarche, c'est quoi? C'est de prendre, en fait, tu reprenais ton bloc de métal ou ton bloc de tôle, et c'est d'essayer de regrouper autour d'Arc Industrie
tout ce dont ton client pourrait avoir besoin finalement. D'une certaine manière, c'est alors comment est-ce qu'on apporte toujours plus de valeur sur le produit? Donc bien sûr par cette transformation continue, mais aussi des opérations annexes, de l'assemblage de composants divers et variés. C'est ça. On a fait un truc assez incroyable pour une PME de notre taille. On fournit les portiques d'entrée du métro d'Hanoï. Là, on a livré 100 portiques où tu viens passer ton ticket. Donc, toute la tôlerie inox, c'est les mêmes portiques qu'à Paris, hein, sauf que... À Hanoï, au Vietnam. Au Vietnam, via... Mais ça veut dire que tu es compétitif par rapport aux gars sur place au Vietnam ou c'est des technos qu'ils n'ont pas? C'est un client européen, britannique. D'accord. Et il y a une exigence du Made in France. Donc là, je remercie, il y a 25 ans, le gouvernement français qui a financé la ligne mais de c'est métro. Passionnant. Et on se retrouve à fournir un client britannique qui a 20 besoin de Made in France. Il y a 25 ans, on a aidé le Vietnam à... On s'est engagé à financer la ligne de métro. D'accord. Et avec sans doute RATP Dev, etc. RATP, Sistra, RATP voilà, Smart Sistra, System, etc. voilà. Tous ceux qui portent en fait la RATP à Exactement. l'international, on n'en parle pas assez. Un intermédiaire britannique qui s'appelle Gunebo qui fait les ensembles habituellement et qui a une exigence de Made in France. Ils nous contactent, on fait le projet. C'est incroyable. Et on a une deuxième tranche en 2022 qui est importante. Et donc là, on a loué pendant un an un atelier où on a fait tout l'assemblage. La tôlerie était faite dans notre usine et on a pris 500 mètres carrés pour faire l'assemblage. Et là, on a eu une jeune ingénieure brillante qui nous a piloté tout ça de main de maître. Et donc, c'est un projet qui donne énormément de fierté à chacun. Tu sais que chez nous, il y a une notion du management qui est très particulière. On va y aller. Et donc, un engagement total des salariés pour produire ça. Donc, c'est parce qu'on a une offre globale, on leur a dit, nous, on se propose d'être un acteur de votre supply chain, donc ne nous donnez pas que la tôlerie, on va faire plus. Et là, ils disent, allez, chiche, et on y va. Ils savaient qu'on ne l'avait jamais fait, ils nous ont dit, on va vous accompagner, vous aurez des techniciens, Covid arrive. Bon, on a fait ça avec des smartphones, des visios. Et cet acteur anglais, si ça se passe bien, il peut vous emmener sur d'autres marchés ensuite. Tout à fait. Il n'y aura peut-être pas forcément d'exigence de Made in France, justement. Alors, on s'inscrit complètement là-dedans. Alors là, il fait aussi des accès sécurisés dans les immeubles qui sont un peu ralentis actuellement, mais on s'inscrit dans la durée. Alors oui, tu l'as dit, Romain, parce que le temps tourne très vite. Donc, tu es vice-président du COMEX 40. Oui. J'ai déjà oublié ce que c'était, le COMEX 40. COMEX 40 du MEDEF, un groupement de 45 dirigeants de 40 ans de moyenne d'âge. C'est ça. 23 femmes, 22 hommes, qui est un organe qui a pour objectif de challenger un petit peu le MEDEF, si on peut le dire avec mes mots en tout cas, de venir questionner ce que sera l'entreprise demain. Ouais. Donc des questions autour de la RSE, du management, de la gouvernance, et on travaille pas mal autour de ça. Et donc, toi, très clairement, mais depuis le début, tu es dans une idée d'associer. Mais comment tu définis ça, justement? Parce que quand on dit de l'industrie à visage humain, de l'industrie avec un projet humain, comment on définit ça? Alors, au niveau d'Arc Industrie, la vision a déjà été choisie par les salariés. Faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Donc, c'est une phrase... C'est quoi? C'est une raison d'être, ça, c'est ça? C'est une sorte... Oui, on l'appelait vision, on pourrait l'appeler raison d'être. Faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Mais c'est pas moi qui ai choisi ces mots-là. J'aurais même pas osé les choisir. Mais sauf que la réalité, c'est... Faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Concrètement, c'est comment est-ce qu'on facilite, comment est-ce qu'on réinvente la relation industrielle à l'extérieur, bien entendu, mais d'abord en interne. Comment est-ce qu'on rééquilibre le dialogue avec les salariés? On est dans des métiers traditionnels qui, à 150 ans de lutte des classes, où les techniciens ont le savoir. L'industrie, mais l'entreprise d'une manière générale demain sera faite d'adultes qui parlent à des adultes, qui se considèrent comme responsables, l'un et l'autre, et on grandit ensemble. C'est pas je suis le dirigeant et je t'explique ce que tu dois faire, c'est grâce à moi que tu grandiras. C'est grâce à toi, je grandis et grâce à moi, tu grandis. Donc ça, c'est le concret du quotidien. Après, comment ça se traduit? Association, on a fait 3,8 millions d'investissements en 4 ans. Les décisions ont été faites ensemble. Combien vous êtes? On est 20. Enfin 24 maintenant et 20 de plus à partir de début juillet. Donc on passe de 4 à 8 millions de chiffres d'affaires dans les acquisitions et 10 à la fin de l'année. Vous êtes 40. Et donc là, on est dans un mode où les salariés sont complètement investis, engagés dans les décisions. Un groupe de travail se crée sur des sujets d'investissement, par exemple. Et l'entreprise
considère que ce groupe de travail est garant de la décision. Donc Ouais, mais ceux c'est- qui n'ont pas souhaité y aller, C'est toi qui as la vision, Romain. ça m'empêche pas d'avoir la vision. C'est moi qui propose la vision. C'est moi qui effectivement, j'ai pas demandé à l'équipe de savoir si on allait acheter telle ou telle entreprise. Ça, effectivement, je l'ai décidé. C'est moi qui l'ai pour l'instant. J'espère bien que dans quelques temps, d'autres salariés vont me challenger et vont avoir des visions bien meilleures que la mienne. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir encore cette vision, d'avoir un petit peu de temps d'avance, ça me justifie mon rôle de président. Oui, tout à fait. Mais en même temps, ça laisse aussi à tout le monde de mettre en œuvre cette stratégie. Les gens qui sont là, qui sont venus dans ce projet qui était très transparent, ça leur plaît. Donc ils s'investissent, ils s'engagent. Et ils savent qu'ils auront la décision. Donc 40, quand vous serez une centaine, place des partenaires sociaux là-dedans. Eh bien, on en a. Alors, ils ne sont pas syndiqués aujourd'hui. On en a. On a des réunions CSE. Les gens participent. L'objectif, c'est qu'ils participent de la même manière. Je ne sais pas comment ça se passera. J'ai travaillé dans des entreprises où il y avait des délégués syndicaux. Dans les Toi, ça va réunions. être naturel. Enfin, il faut que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas avoir besoin de structurer ce dialogue. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Moi, Mais il est structuré aujourd'hui. On a nos réunions de délégués. Oui, mais à 40, c'est simple. À 40, c'est simple, mais ça peut être simple à 150. Le dialogue, il est toujours... à partir du moment où il y a de la transparence, de l'honnêteté, de l'exemplarité, des managers, et je l'espère de moi-même, ça tire tout le monde vers le haut, je pense. Et surtout, il y a cet élément, on est au bout, mais il y a cet élément auquel je tiens, parce que j'entends, moi, des discours sur l'industrie. Je me demande, les gars, mais allez quand même en voir un certain nombre de ces industries. Pas les industries pilotes, modèles 4.0 et tout. Non. Ce que peut être justement dans la vallée de l'Arve, j'en sais rien, n'importe où. Ce que peut être l'industrie au quotidien aujourd'hui, avec des conditions de travail qui sont parfois des conditions de travail très, très difficiles. C'est des métiers fatigants, c'est des métiers où il faut préserver la sécurité. Nous, on a des enjeux de place, donc c'est dangereux. Donc il faut qu'on prévoie la construction d'un nouveau site demain. Donc ces enjeux-là, c'est les partenaires sociaux qui vont les porter. Mais au-delà des partenaires sociaux, c'est les salariés. C'est ça, non mais c'est là que je voulais en venir. C'est l'ensemble des salariés. Comme il y a des lieux de dialogue ailleurs que dans le CSE, les problèmes, je ne les découvre pas en CSE. Et d'ailleurs, ça fait que le CSE n'est pas l'endroit où il y a le plus de choses qui sortent. Ouais. Il y a plein d'endroits où les problèmes sont sortis. Donc le modèle de management, il est là. C'est qu'il y a des lieux de dialogue, il y a des lieux de résolution des problèmes, et puis il y a une promesse de partage de valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien gentil ces discours. Si la valeur, c'est pour mon enrichissement personnel, ça ne va pas durer très très longtemps. Donc on a réussi à donner des primes fin décembre alors que ce n'était pas terrible. Ça s'est très très bien rattrapé sur le premier semestre. Mais on a réussi parce qu'il y avait un engagement tel qu'on a donné un peu d'argent. Et ça, c'est la promesse que je fais. À partir du moment où l'entreprise gagne de l'argent, les salariés vont gagner plus. Merci Romain. Merci Stéphane. À bientôt. Quel plaisir. Romain Tellier, donc le président de Arc Industrie Group, qui était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.